Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler comment manipuler l'opinion en démocratie. La démocratie, c'est d'abord un régime dans lequel une minorité éclairée, une minorité intelligente, doit modeler l'opinion publique pour le bien de la société. La manipulation consciente et intelligente des actions et des opinions des masses est un élément important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme invisible de la société constituent un gouvernement invisible qui est le vrai pouvoir dans notre pays. Nous sommes gouvernés, nos esprits sont formés, nos goûts éduqués, nos idées suggérées, en grande partie par des hommes dont nous n'avons jamais entendu parler. Une foule est d'abord régie par ses instincts, par ce que Freud appelait le ça, c'est-à-dire, concrètement, par ses pulsions. Donc contrairement à ce que nous pourrions croire naïvement, la démocratie ne serait pas le lieu du pouvoir du peuple. D'ailleurs, l'idée même de pouvoir du peuple résonne ici comme une antithèse, puisque si le peuple n'obéit qu'à ses instincts, il n'obéit pas à ses intérêts, il n'obéit pas à sa raison. Donc la démocratie n'est pas le lieu du pouvoir du peuple. La démocratie, c'est le régime dans lequel on manipule l'opinion du peuple au lieu de le contraindre. C'est en ce sens qu'on peut dire qu'une démocratie, c'est une dictature mature. C'est une dictature aboutie, puisque c'est un régime dans lequel on va chercher à influencer plutôt qu'à imposer. Il est vrai que lorsqu'on impose au peuple trop de choses qu'il refuse, lorsqu'on lui impose trop de choses qui ne vont pas dans le sens de ses intérêts, le risque, c'est celui de la révolte, voire de la révolution. Parce qu'un peuple que l'on contraint, c'est un peuple qui ne peut que se rendre compte qu'il est contraint. C'est un peuple qui a conscience d'être sous l'emprise d'un pouvoir tyrannique. Et lorsque le pouvoir est visible, lorsqu'il apparaît à ses victimes de manière consciente, eh bien ce n'est plus qu'une question de temps avant que le peuple ne se rebelle. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que le peuple ne cherche à faire valoir ses droits. Alors que dans une société démocratique, c'est-à-dire dans une société où l'opinion du peuple n'est pas contrainte mais influencée, le peuple a l'impression de garder la main sur ses opinions. Il a l'impression de garder la main sur sa liberté. Eh bien, on va voir aujourd'hui en quoi l'art de la propagande permet justement de maintenir le peuple dans la domination sans que ce peuple ne soit conscient d'être manipulé. Ce qui veut dire que pour comprendre, il va falloir abandonner nos croyances angélistes sur la démocratie et accepter l'idée que ceux qui détiennent le pouvoir ne travaillent pas pour les intérêts du peuple, mais pour leurs propres intérêts. L'importance de l'inconscient et du subconscient dans nos choix. La grande majorité de notre vie psychique est gouvernée par notre inconscient, c'est-à-dire par nos désirs pulsionnels. Et notre vie consciente n'est que la pointe émergée de l'iceberg, elle n'est que la surface visible de notre activité psychique, car en réalité, nos désirs et nos pensées sont, en grande majorité, gouvernés par nos désirs inconscients. C'est que le principe de la manipulation de l'opinion, c'est d'accoler à une pratique une représentation symbolique. C'est d'associer à un usage une signification qui va permettre de légitimer cet usage, voire de le promouvoir socialement. La manipulation des opinions, c'est la stratégie qui consiste à faire passer pour un progrès objectif une manipulation de nos consciences individuelles. Le principe de la manipulation de l'opinion, c'est de faire naître et de consolider des représentations dans notre conscience pour rendre les individus complices et acteurs de leur domination. La manipulation, c'est le pouvoir moins la coercition. Parce que la manipulation, elle garde au chaud le sentiment de liberté. Agir sous l'effet d'une manipulation, c'est agir avec la croyance d'être libre. C'est agir par un élan spontané, par un élan intérieur. C'est agir sans se rendre compte que le principe de notre action a été influencé. C'est agir avec la conviction d'être libre. Le tour de force de la propagande idéologique moderne, c'est d'avoir réduit le concept de liberté au concept de désir et d'avoir réduit le désir à la satisfaction pulsionnelle. Les anciens systèmes de contrôle politique et de contrôle idéologique qu'étaient l'État et la religion, ce qu'on pourrait appeler des systèmes coercitifs, des systèmes autoritaires, ont été remplacés par des systèmes permissifs, c'est-à-dire des systèmes qui allaient promouvoir l'individualité et le désir. Et que c'est ainsi qu'on est passé d'un ancien mode de domination par la contrainte à un nouveau modèle de domination
par la liberté, le désir et le consentement. Et c'est ce qui permet de voir que la manipulation est beaucoup plus efficace que n'importe quelle autre technique basée sur la contrainte et l'autorité. La plupart du temps, l'endoctrinement est vu comme une entreprise de conversion de la pensée basée sur le refoulement, basée sur la répression du désir. Et l'exemple qui est le plus souvent utilisé, c'est celui des religions. Les religions dont on sait qu'elles sont extrêmement sévères envers le désir, extrêmement prohibitrices. La religion nous enjoint à nous méfier de nos désirs, à nous éloigner des plaisirs de la chair et à nous tourner vers une vie spirituelle, une vie dédiée à Dieu, qui doit être exempte de toute trace de péché, de toute trace de concupiscence. Il n'y a qu'à faire un tour rapide des 7 péchés capitaux pour se rendre compte à quel point le désir et le plaisir terrestre sont condamnés. La gourmandise, l'envie, la luxure, la paresse, tous ces péchés sont liés à la manifestation des désirs du corps. Et on retrouve beaucoup cette idée dans de nombreuses religions monothéistes que le corps est quelque chose d'impur et que les impulsions du corps doivent être combattues. On n'accède pas à la sanctification par la satisfaction pulsionnelle. On accède à la sanctification par l'éloignement vis-à-vis des impulsions du corps, par la neutralisation de notre dimension pulsionnelle. Donc les religions constituent des systèmes d'endoctrinement répressifs, c'est-à-dire reposant sur l'obéissance à des lois, tandis que l'idéologie du désir constitue un système d'endoctrinement permissif, c'est-à-dire reposant sur l'obéissance à nos pulsions. On retrouve là encore l'opposition freudienne entre le surmoi et le ça. Le surmoi, c'est l'instance législatrice, c'est l'autorité. Le surmoi, c'est ce qui nous dit « tu dois et tu ne dois pas ». C'est le représentant de la loi en nous. Alors que le ça, c'est le torrent du désir, c'est le chaos pulsionnel. Le ça, c'est cette énergie qui nous pousse à la satisfaction pulsionnelle et qui réclame l'intervention du surmoi, qui réclame le contrôle et la régulation par l'autorité. Et bien à partir du moment où l'individu est régi par le ça, à partir du moment où il est gouverné par sa dimension pulsionnelle, le meilleur moyen de le contrôler, le meilleur moyen de le dominer et de l'influencer dans ses actions, c'est de prendre le contrôle de sa pulsion. C'est de prendre le contrôle de son désir. Là où les dictatures sont basées sur l'obéissance à la loi, l'obéissance au surmoi, d'où d'ailleurs le culte de la personnalité qui existe bien souvent, la personnalité étant celle du chef, le mot chef signifiant étymologiquement la tête, dictature basée sur l'obéissance à la loi, quand les démocraties sont basées sur l'obéissance au désir. Ce qui structure la manipulation des opinions en démocratie, ce n'est pas la prohibition pulsionnelle, c'est la désinhibition pulsionnelle. C'est l'incitation à la jouissance. N'oublions pas qu'un peuple qui jouit, c'est un peuple qui se tient tranquille. C'est un peuple qui veut juste continuer à jouir, même si sa jouissance est assez peu satisfaisante. Dans une société où les besoins physiologiques sont remplis, dans une société où les frigos sont pleins, le besoin de jouir se substitue au besoin de se nourrir. Et parfois même, le surpasse. Certains croient encore que le désir est quelque chose de tabou dans nos sociétés. Le désir n'est pas tabou. Le désir est un totem. Le désir est un objet de culte. Et réfréner ses désirs, ne pas y obéir, c'est bien souvent vu comme la marque d'un comportement soumis. Là où satisfaire ses désirs serait la marque de l'émancipation. Et donc c'est au prix de ce renversement de la hiérarchie des valeurs entre l'inhibition pulsionnelle et la désinhibition pulsionnelle que la propagande peut tirer profit de la liberté des individus. Laissez un individu libre, il obéira de lui-même à son désir. Pour influencer l'opinion, il ne faut pas s'adresser à sa partie rationnelle, il faut s'adresser à sa partie émotionnelle, et ainsi le rendre aveugle à ses intérêts objectifs. Alors en vrac, quelques techniques pour influencer l'opinion. Première technique, jouer sur les peurs.
parce que la peur permettra l'acceptation de mesures restrictives à l'égard des libertés individuelles. Il ne faut surtout pas sous-estimer le besoin de sécurité, car en situation de danger, le besoin de sécurité l'emporte sur le besoin de liberté. Comme je le suggérais précédemment, la liberté et la libre satisfaction pulsionnelle ne peut naître que dans un contexte où les besoins physiologiques sont déjà satisfaits. Dans l'ordre des priorités, le besoin de sécurité est placé avant le besoin de liberté. Et jouer sur les peurs est encore le meilleur moyen de tenir un peuple en respect. Deuxième technique, créer des clivages. Alors ça, c'est un petit peu une loi du genre sur la question des débats politiques, c'est-à-dire se positionner pour ou contre, sans possibilité de nuancer ou de proposer une position d'équilibre. Donc dans le cas par exemple d'une intervention militaire, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre? Dans le cas d'une proposition de loi, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre? C'est donc ce principe de la binarité, qui peut très vite dériver en manichéisme, et qui fait qu'on ne laisse aucune place à la pensée étant par définition subtile, et donc on va se positionner pour faire prévaloir notre appartenance à un camp. Parce qu'appartenir à un camp, c'est pouvoir se considérer et se définir comme membre d'un groupe. Ça correspond donc au besoin d'appartenance. Troisième technique, poser un sujet en termes d'affrontement des valeurs. Alors ça, c'est une technique que j'aime beaucoup, justement parce qu'elle permet de constater à quel point nous sommes tous impliqués dans ce processus de la domination par les émotions. Et pour vous le montrer, je vais prendre un exemple volontairement polémique, justement pour vous montrer à quel point nous sommes domestiqués à réagir par l'émotion. À quel point nous sommes dressés à abandonner notre capacité d'examen rationnel dès lors que nous avons un intérêt émotionnel à nous positionner. Cet exemple, c'est celui de la gestation pour autrui. La gestation pour autrui, c'est une pratique qui consiste à faire porter un enfant à une autre femme que la donneuse d'ovocytes. Il va donc y avoir une mère porteuse et une mère intentionnelle, la mère intentionnelle étant celle à qui va appartenir l'enfant. Mais petit détail qui a son importance, c'est que la mère porteuse porte un enfant en échange d'une rémunération. Et c'est ce qui fait que la GPA suscite de très nombreux débats à l'international, et chacun a généralement une position sur le sujet. Du point de vue idéologique, du point de vue des valeurs, il est possible de défendre la GPA au nom de l'égalité des droits, voire au nom du progrès. Progrès qui consiste à pallier l'infertilité, c'est-à-dire au nom d'un progrès conçu comme émancipation vis-à-vis des contraintes naturelles. Mais maintenant, si on envisage la question sous l'angle économique, eh bien la GPA, c'est la mise en place d'une économie de la naissance. C'est la mise en place d'une marchandisation de la vie, avec des couples qui peuvent payer des femmes pour porter leur enfant et des femmes porteuses en situation de détresse économique. Et donc si demain, un gouvernement démocratique voulait faire passer une loi autorisant la GPA, sous quel angle croyez-vous qu'il présentera les choses? Est-ce qu'il les présentera sous l'angle de la marchandisation ou est-ce qu'il les présentera sous l'angle du droit à l'égalité? Alors là, vous allez me dire, ouais mais c'est trop gros, c'est trop visible. Utiliser le joker idéologique de l'égalité des droits, ça ne pourra pas passer. Parce que ça entrerait trop en contradiction avec nos valeurs d'indisponibilité du corps humain. Le fait que la vie humaine ne peut pas faire l'objet d'une marchandisation. Très bien. Mais la guerre en Irak au nom des droits de l'homme, la guerre en Syrie au nom de la démocratie. Quand on sait qu'une intervention militaire implique le contrôle des ressources et la gestion des infrastructures, par exemple des gazoducs, est-ce que ce n'était pas trop gros? Est-ce que ce n'était pas trop visible? Et pourtant, au nom de quoi a-t-on justifié ces interventions? Au nom de quoi a-t-on persuadé l'opinion publique de consentir à ces interventions? Au nom de quoi? La photo de cet enfant mort sur une plage de Turquie, Alan Kurdi, une photo qui a fait le tour du monde et des réseaux sociaux. À quoi a servi cette photo? Est-ce qu'elle n'a pas servi à faire s'émouvoir l'opinion? Est-ce qu'elle n'a pas servi à faire naître en toute personne ayant une âme un sentiment d'indignation? Qu'est-ce qui est atroce dans cette image? Le fait de dire qu'elle a été utilisée pour manipuler l'opinion?
ou le fait qu'elle ait effectivement été utilisée pour manipuler l'opinion. La société du spectacle, c'est la société de la mise en scène généralisée et de l'exhibition émotionnelle. L'objectif, c'est de nous rendre consentants à ce que nous refuserions catégoriquement si on nous annonçait clairement la couleur. C'est de nous rendre consentants à ce qu'il nous serait impossible d'accepter si on ne nous le présentait pas sous un angle émotionnel. Nos démocraties sont devenues le théâtre de ce spectacle. Le spectacle du progrès, le spectacle de la liberté, le spectacle de l'égalité. Spectacle, étymologiquement, c'est ce que l'on montre. Et ce que l'on montre, c'est ce qu'il y a un intérêt à montrer. Il y a un intérêt à montrer le défilé des femmes new-yorkaises arborant fièrement les torches de la liberté. Il y a un intérêt à montrer un enfant mort en pleine crise diplomatique et militaire. Il y a un intérêt à montrer tout ce qui peut produire un choc dans la conscience. Tout ce qui peut émouvoir et avoir une influence sur nos opinions. Manipuler nos opinions, c'est manipuler notre partie innocente. La partie qui ne raisonne pas. La partie qui ne voit pas où est le mal. Manipuler nos émotions, c'est manipuler nos faiblesses. Et nous détestons reconnaître que l'on a abusé de nos faiblesses. On préfère se dire que nos faiblesses n'en sont pas. On préfère se dire que nos émotions, que notre sensibilité, sont la marque de notre humanité et de notre amour du prochain. Mais une manière de résoudre ce conflit entre émotion et raison, c'est de se dire que nous avons le droit d'éprouver des émotions. Nous avons le droit d'être sensibles, mais nous avons le droit également de ne pas réserver nos émotions au spectacle, de ne pas réserver nos émotions à la scène médiatique de la manipulation. Dénoncer la manipulation par l'émotion, ce n'est pas dénoncer l'émotion, c'est dénoncer l'instrumentalisation de l'émotion. C'est dénoncer la prise en otage de nos consciences. C'est dénoncer les chaînes invisibles qui nous empêchent d'exercer notre discernement, qui nous empêchent d'exercer ce qui aussi fait notre humanité, notre raison.